Notre anime commence avec une jeune fille connaissant le destin difficile qui l'attend, car elle pourrait bientôt partir dans l'au-delà 2 fois de suite, bien que cela n'ait aucun sens au départ. Nous rencontrons ensuite le Seigneur qui était sur le point de mettre fin à la vie de la jeune fille, car elle avait trahi l'accord qu'ils avaient conclu il y a de nombreuses années. Cette dernière ne semblait souhaiter qu'une dernière fois qu'on la regarde en face comme un ultime acte de pitié. Mais avant de voir ce qui est arrivé à la pauvre femme, nous voyageons quelques années en arrière dans la même ville où une jeune Nina courait après avoir volé des marchandises en compagnie de l'un de ses camarades, Saji, le jeune homme à la queue de cheval et le plus petit des trois. Colin, un homme, n'avait que ses 2 compagnons pour survivre, et il volait les riches de leurs terres comme seule option. 5 ans auparavant, une terrible peste avait décimé une grande partie de la population, laissant nos protagonistes sans famille. Il convient de préciser que ces 2 jeunes hommes sont frères, et lorsque Colin trouva un joli bracelet, il remarqua que les yeux de Nina et ceux de Lapis étaient très similaires, bien que cela gênait la jeune fille. À ce moment-là, son frère aîné demanda un peu d'intimité à Colin, car Nina ne pouvait ni porter ce bijou ni même montrer ses yeux bleus, sous peine d'être vendue pour une somme d'argent aux riches du royaume, qui achetaient des personnes uniquement pour les garder comme trophées. Plus tard, l'heure du repas arriva, et bien que la nourriture de Nina soit affreuse comme d'habitude, le fait qu'ils soient ensemble était suffisant pour les petits. Mais comme les ennuis ne finissent jamais, il y eut un moment où Colin tomba malade à cause de la fièvre. Son frère aîné savait que s'il ne faisait rien rapidement, sa vie serait en danger, et bien que Nina ait voulu l'emmener chez le médecin pour le sauver, Saji savait qu'il ne pourrait pas payer. À ce moment-là, Saji se lamenta d'être né sous une étoile pauvre, car celle-ci dicte qui est pauvre ou riche, qui a une bonne vie ou une mauvaise. Cependant, Nina voulait toujours trouver un moyen de sauver son compagnon. Le panique s'empara alors de Saji, qui lui dit des mots blessants, lui demandant de se taire, car elle ne faisait même pas partie de leur famille. Ces mots blessèrent la petite, la poussant à une tentative désespérée pour voler des médicaments pour Colin. Mais bien sûr, seule, elle finit sans médicaments et avec une raclée d'adultes en plein après-midi, où le reflet de ses yeux lui rappelait à quel point elle était insignifiante. Un peu plus tard, sous une pluie battante, un groupe d'hommes mystérieux discutait de leurs problèmes, car leur princesse venait d'avoir un grave accident, et il était évident qu'elle ne survivrait pas. Leur seule solution était de trouver une remplaçante le plus rapidement possible. Les heures passèrent, et au petit matin, dans un champ de tombes, nous voyons ce que le destin a réservé aux plus jeunes du groupe. Malgré tout, il ne semblait pas en colère. En fait, il s'excusa auprès de Nina et lui demanda de l'accompagner quelque part plus tard. En un instant, nous arrivons à cet endroit, mais quelque chose semblait étrange, et en un clin d'œil, nous voyons le piège tendu à la jeune fille, littéralement vendue à des esclavagistes par son meilleur ami. Ces derniers vérifièrent immédiatement les yeux de Nina pour confirmer si elle avait les mêmes yeux que leur princesse. Cet homme surprit Nina avec ses yeux dorés, car elle savait que ceux-ci étaient semblables à ceux d'une bête. Après cela, Nina fut recrutée pour les servir, mais d'abord, il fallait la laver et lui mettre de nouveaux vêtements. L'homme aux yeux dorés lui rappelle qu'aujourd'hui, elle allait perdre sa vie pour renaître en tant que princesse. Dans une scène suivante, nous voyons Nina courir, fuyant les dames de la maison, car elle n'était pas complètement habillée. Mais lorsqu'elle trébucha, le même ravisseur, qui était en réalité le prince Azur, fit son apparition. En voyant Nina après une bonne séance de lavage, il n'arrivait pas à croire qu'elle était la même gamine sale qu'il avait achetée récemment. Malgré cela, elle restait trop plébéienne pour le château, et avec une épée, il marqua le début de la nouvelle vie de Nina. Azur déclara que, dès aujourd'hui, Nina deviendrait la princesse et prêtresse Alisha, qui n'aurait que 3 mois pour apprendre à se comporter convenablement, car sa mission était d'épouser le prince héritier de Galgada, et par conséquent, le successeur du trône actuel. Cela signifiait que Nina avait pour mission de ne jamais être découverte, sous peine de perdre la vie. Cependant, après tant de sermons, Nina donna un coup de pied pour s'emparer de l'épée d'Azur, lui rappelant que, en d'autres termes, c'était un énorme service qu'elle lui rendait. Même si elle n'était pas du tout menaçante, la petite demandait toujours des explications sur pourquoi elle devait faire tant d'efforts pour un inconnu. Malgré cela, le prince lui rappela bien qu'une pauvre fille comme elle n'avait nulle part où aller, et qu'être une princesse ne devrait pas être un mauvais tournant dans sa vie. Après l'avoir écouté, le prince se présenta comme le second héritier du trône, tout en lui rappelant qu'il serait celui qui s'occuperait de sa transformation. Un peu plus tard, le cours d'éducation commença, et comme Nina n'était pas habituée, elle détestait agir comme une enfant stupide. Pour éviter ces leçons, Nina rappela au prince que les pauvres n'avaient pas accès à l'éducation dans ce monde, ce qui signifiait qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Elle ajouta qu'il serait plus efficace d'abandonner ces cours inutiles. Le prince savait cela, mais il voulait que Nina répète simplement ce qu'il lui enseignait, car il s'agissait des bases de l'étiquette pour toute princesse. En outre, elle avait bientôt un rendez-vous avec Sa Majesté le Roi pour une audience, ce qui commença à effrayer Nina, car non seulement elle manquait de classe, mais il était également possible qu'elle soit découverte étant pratiquement une autre personne. Ce sentiment de peur fut apaisé à la fois par le prince et par les servantes de la maison,
qui lui rappelèrent que la seule raison pour laquelle elle était ici, c'était ses yeux bleus. On nous explique que la vraie princesse Alisha, la fille de la troisième reine, devait devenir la prochaine prêtresse astrale. Bien qu'une princesse soit normalement élevée dans un grand château, elle avait été élevée dans un village d'étoiles. Le début de sa carrière de prêtresse devait avoir lieu lors du même festival des étoiles, qui marquerait son destin à ses 16 ans. Ces lumières rappelaient à Nina un souvenir du passé, où ses parents lui assuraient que ces belles lumières étaient des lumières d'espoir. Perdre ses parents, puis perdre ses nouveaux frères, lui rappelait à quel point la vie avait été dure pour elle. Les servantes continuèrent à raconter que le roi n'avait jamais pris la peine de rendre visite à sa fille, et que très peu de personnes avaient eu la chance de voir la princesse. Si Nina agissait correctement, il était peu probable que quelqu'un lui fasse du mal. Avec la promesse d'Azur de recevoir une récompense pour avoir bien agi lors de l'audience, et les supplications des servantes, Nina se trouva contrainte de faire de son mieux. Les jours passèrent, et Nina, bien que paresseuse, s'efforça de progresser, même si elle en venait presque à vouloir abandonner la mission. Cela fut reconnu par le prince, qui, pour la motiver un peu plus, emmena Nina dans un voyage pour voir tout le royaume depuis les hauteurs. Cette vue montra à Nina à quel point elle se trouvait dans un lieu important, car jamais auparavant elle n'avait vu de tels paysages. Malgré son manque d'enthousiasme pour le prince, quand Azur lui demanda à nouveau son aide, elle réfléchit et réalisa qu'elle était nécessaire à quelqu'un. Une partie de Nina ressentit alors le désir de s'efforcer davantage, ayant un nouvel objectif dans la vie. Lorsque le jour de l'audience arriva, Nina portait une magnifique robe royale, avec un rappel de ses servantes de ne pas ruiner l'occasion, car cela pourrait leur coûter la tête. En arrivant au royaume, Nina entra sans problème dans le château pour saluer sa majesté de la manière la plus cordiale possible, ce qui réussit à tromper le roi, qui loua les beaux yeux de sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. Le roi voulut également savoir où se trouvait son demi-frère, nous révélant ainsi qu'Azur avait ce lien de parenté avec la princesse. Au même moment, la reine se rappela quelque chose à propos de sa fille. Après avoir passé tant d'années à s'entraîner pour devenir une prêtresse adéquate, elle devait sûrement être capable d'exécuter une danse pour le prince Muulom. Même à distance, les membres du conseil se demandaient pourquoi la reine demandait quelque chose d'aussi insensé à ce moment-là. Cela pétrifia Nina de peur, car elle n'avait appris aucune danse pendant ses entraînements avec Azur. Quand vint le moment de la danse, Nina voulut dire la vérité pour se sauver, mais son demi-frère vint à sa rescousse, la sauvant en rappelant à ses parents qu'Alisha n'était pas encore majeure et n'avait pas encore assumé ses devoirs astraux. Faire danser la jeune fille à ce moment ne pouvait qu'apporter la malchance à sa future relation avec le prince Muulom, d'autant plus que celui-ci n'était même pas présent pour assister à la danse. Grâce à ce mensonge, le prince put sauver Nina. Après avoir réfléchi au fait qu'ils auraient pu mettre fin à ses jours aujourd'hui, Nina comprit que le risque ne valait pas les récompenses d'une vie dans une famille riche. Elle décida de retourner là où elle avait toujours appartenu. Mais avec Sagi qui la trahit, elle se désiste. La reine du royaume était la véritable mère d'Azur, ce que la nouvelle reine interpréta mal. Avec un enfant qui n'était pas le sien, elle ne pouvait que penser du mal de la vie d'Azur. Et bien que ce dernier ait affirmé qu'il ne ferait jamais de mal à la femme de son père, la reine continua à harceler le prince en parlant de sa mère, assurant que les femmes craintives et faibles de caractère ne pouvaient pas réussir dans ce monde. Dans un geste insensé, la femme jeta son éventail à l'eau, prétendant qu'Azur l'avait fait tomber. Bien que le jeune prince tenta de lui en offrir un autre, la reine, sachant qu'il faisait très chaud, exigea rapidement qu'on lui ramène son éventail. C'est à ce moment que Nina saisit l'occasion pour plonger dans l'eau et mouiller la reine elle-même, avant de lui rendre son précieux éventail. Ce geste faillit valoir à la jeune fille un coup royal pour avoir osé la mouiller, mais avec Azur devant elle, personne ne put la frapper. Même les suivantes de la reine l'empêchèrent de le faire, évitant ainsi un problème plus grave encore. Bien que Nina fût très triste d'avoir causé des ennuis au prince, ce dernier se mit à rire discrètement et lui assura qu'elle n'avait rien fait de mal. Ils avaient même réussi à tromper le roi avec la présence de Nina, et la reine n'était plus un problème majeur. Il était clair qu'une femme aussi simple qu'elle chercherait toujours à créer des problèmes. Comme promis, Nina avait le droit de demander ce qu'elle voulait une fois rentrée chez elle. Son seul souhait était de recevoir un compliment sincère de la part d'Azur pour tout son effort. Cela fut compris par la servante de la maison, qui crut que Nina devait se sentir très seule. Cela poussa le prince à lui faire un compliment sincère, ce qui apporta à la jeune fille une grande joie après tous les efforts qu'elle avait fournis pour devenir une véritable princesse. Le Festival des Étoiles est une célébration des récoltes qui a lieu en été. Les gens font des offrandes pour remercier le dieu des étoiles et accrochent des lanternes à la porte de leur maison, une par personne, tout en faisant un vœu. Pendant ce temps, la protagoniste, supposément malade, se repose et toutes les portes ont été fermées pour qu'elle ne sorte pas seule. Cependant, elle veut faire une petite promenade, et c'est là qu'un jeune garçon l'aperçoit, c'est le premier prince, beaucoup plus jeune que le prince vicieux. Au début, il pensait qu'elle était une voleuse, mais il la reconnaît grâce à la couleur de ses yeux. En tant que futur roi, il peut l'emmener où il veut. Dans ce cas, la protagoniste demande quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre le prince aux yeux dorés.
Sa mission est de devenir très forte pour le protéger. Le prince, qui fuit les entraînements à l'épée, espère découvrir les faiblesses du prince aux yeux dorés pour pouvoir le vaincre. Alors qu'elle ressent une présence qui l'observe, il se retrouve dans la chambre, comme s'ils étaient ailleurs. À 17 ans, le prince aux yeux dorés dirige déjà son propre escadron. Lorsqu'ils essaient de se cacher, il les trouve rapidement. Le prince, agacé, dit qu'il peut garder le trône s'il n'est pas digne de le porter, puis il s'enfuit, mais tombe dans un puits avec la protagoniste. Au fond du puits, elle le serre contre elle pour lui donner de la chaleur. Ils doivent simplement attendre d'être secourus, car c'est un prince, et tout le monde doit sûrement être à sa recherche. Être prince est plus compliqué qu'on ne le croit, car on lui met des idées en tête à tout bout de champ. En réalité, il aime beaucoup son frère, le prince aux yeux dorés, et voulait découvrir ses faiblesses pour pouvoir se rapprocher de lui. En d'autres termes, il le considère comme un modèle à suivre. Il se rend compte que l'eau monte dans le puits, malgré le fait que le prince soit un peu potelé, elle le porte pendant des heures. Finalement, le prince aux yeux dorés les retrouve après un long moment et la remercie d'avoir pris soin de son frère. Plus tard, le prince demande à apprendre à manier l'épée. Il pensait tout ce temps que son frère l'évitait. À ce moment-là, en privé, il lui demande s'il a une faiblesse pour que le prince ait plus confiance en lui et aussi pour le faire chanter. Le prince aux yeux dorés avoue qu'il n'aime pas les choses informes, et il ne parle pas des fantômes. Entre-temps, des rumeurs circulent disant que la princesse est morte et que la protagoniste est une imposture, mais ses yeux bleus font douter tout le monde. Le matin, on lui rappelle que peu importe où elle doit rester fidèle à son rôle. Alors que le festival approche, elle n'aura pas à danser, car le prince aux yeux dorés s'est assuré qu'elle n'ait aucune tâche à accomplir, mais elle est quand même autorisée à faire un vœu. La malchanceuse apparaît alors et lui conseille de ne pas souhaiter obtenir le trône. Le roi, en revanche, est très aimable avec elle malgré ce que l'on raconte. Il apprécie même la protagoniste pour son franc-parler et son attitude directe, car les personnes les plus dangereuses sont celles qui feignent et trahissent. Le prince aux yeux dorés n'a pas besoin de lanterne, car il n'a aucun vœu à formuler. Peut-être est-ce parce qu'il ne désire rien ou que son vœu a déjà été exaucé. Le prince est souvent malade et redoute l'arrivée du festival, car un mois et demi après celui-ci, la protagoniste devra partir pour se marier dans le royaume voisin, situé au-delà des montagnes. Le voyage, que ce soit par mer ou par terre, est très long. Ce royaume voisin a progressivement conquis des territoires et il se dit que le premier prince est terrifiant. Si le grand-père du prince aux yeux dorés n'était pas malade, il aurait sûrement pris des mesures. Autrement dit, une fois parti, la protagoniste ne reverra plus le prince aux yeux dorés. À ce moment-là, un individu indiscret lui fait subtilement comprendre qu'elle pourrait sortir discrètement sans autorisation. Elle a le pressentiment qu'un événement grave va se produire, alors elle décide de quitter le palais le jour du festival. Quelqu'un parle d'une orpheline aux yeux très bleus, qui avait à peu près le même âge qu'elle et vivait dans le village des étoiles. Il n'en a jamais été question, et avec l'état de santé de l'ancien roi, cela pourrait servir à contrôler la situation. La protagoniste, suivant les conseils de l'indiscret, s'échappe en portant une cape et atteint la ville. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas retourné là où elle vivait. Ses parents lui disaient souvent que ses yeux étaient de la couleur du dieu des étoiles, mais elle devait les cacher jusqu'à ce qu'elle soit plus grande. Tout le monde l'appelait par son nom, et ses frères la protégeaient aussi. En revenant à son ancienne maison, elle constate que personne n'y est. Elle se sent trahie, car tout le monde est parti et sa véritable identité est morte. Désormais, elle n'est plus que la princesse, bientôt mariée à un lointain pays. Cela rappelle au prince aux yeux dorés qu'il a oublié le nom et le visage de ses parents, tout ce dont il se souvient, c'est du nom que le roi lui a donné. Juste à ce moment-là, les méchants font leur apparition et le prince aux yeux dorés commence à éliminer tous ceux qui en savent trop sur l'imposture de la princesse, y compris l'homme qui avait suggéré à Nina de sortir. Dans le royaume, il y a beaucoup de gens qui détestent l'existence même du prince aux yeux dorés, donc un autre objectif est de l'éliminer. Le prince blessé, la protagoniste a l'occasion de s'échapper, car le prince lui dit qu'ils trouveront une autre remplaçante, donc peu importe. Mais elle refuse de le faire car le prince sera en mauvaise posture, puis elle déchire son habit pour panser la blessure du prince qui est content qu'elle soit restée. Il reconnaît son aide et la serre dans ses bras, ce qui resserre le cœur de la jeune petite fille, puis se sent aux anges. Apprenant à monter à cheval, l'homme qui les a attaqués était un serviteur de la reine et peut-être voulait-il les éliminer parce qu'il pensait que le prince aux yeux dorés convoitait le trône. Lorsque lui et son compagnon sont seuls, il l'appelle par son vrai nom, ce qui la rend très heureuse. Ensuite, il découvre des amulettes très populaires chez les jeunes filles, qui les tissent en pensant à la personne qu'elles aiment, ce qui pousse Nina à penser au prince aux yeux dorés et elle commence à s'en mêler les pinceaux toute seule. Après cela, le prince arrive et revient pour lui proposer une balade à cheval, ce qui la réjouit. Pendant qu'ils discutent, le prince examine le cheval et remarque quelques coupures. Sans lui dire, ils utilisent le même cheval, mais ses nerfs sont à fleur de peau. Au loin, ils aperçoivent le village royal où vit l'ancien roi, qui est son arrière-grand-père. Grâce à son leadership, la nation a prospéré. En d'autres termes, il est plus important que le roi actuel. Quand le prince aux yeux dorés avait 4 ans, c'est lui qui lui a appris tout ce qu'il sait,
et malgré leurs différences, il le respecte beaucoup. De retour, elle finit de tisser et entend que la selle du cheval avait aussi des coupures, ce qui prouve qu'il a pris la bonne décision de ne pas monter. Les tentatives pour l'éliminer se multiplient et peut-être devrait-il en informer l'ancien roi, mais il ne le juge pas nécessaire. Si c'est pour sa nation, il laissera faire. Après tout, c'est l'étoile sous laquelle il est né. Agacée, elle lui reproche de ne rien faire, lui disant que s'il meurt vraiment, elle restera seule. Le prince la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, elle doit simplement jouer son rôle et se marier. Elle lui lance alors l'amulette. En partant, elle rencontre le roi, qui ne semble pas au courant que la reine a ordonné de les éliminer. Elle décide alors de se rendre chez l'arrière-grand-père du prince aux yeux dorés. En arrivant sans prévenir, elle se présente en demandant de l'aide pour le prince, expliquant que quelqu'un a tenté de l'éliminer et qu'aujourd'hui, on a aussi essayé de saboter la selle de son cheval. Tout porte à croire que la reine est derrière ses actions, pensant que le prince aux yeux dorés veut prendre le trône. Le vieil homme l'avait élevé pour qu'il devienne l'un des piliers de la nation, et s'il ne fait rien à ce sujet, c'est probablement parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. En lui demandant de s'approcher, il découvre qu'elle n'est pas la vraie princesse. Quelqu'un élevé dans le village des étoiles ne poserait jamais le pied sur l'image qui est au sol. Il ordonne alors de l'enfermer. Peu de temps après, on l'informe qu'au lieu de pleurer, elle reste calme et chante. Du côté de Nina, la cellule lui rappelle son ancien foyer mais en beaucoup mieux. En se mettant à nettoyer sa cellule, le garde apparaît et l'informe qu'elle recevra 100 coups de fouet demain, mais Nina reste joyeuse à l'idée d'être fouettée plutôt que d'être exécutée. Lorsqu'il la revoit, elle supplie qu'on aide le prince aux yeux dorés et accepte n'importe quelle punition, pourvu qu'on épargne les autres. Ils lui ont donné un endroit où elle se sent chez elle, et maintenant ils sont sa famille. Malheureusement, l'ancien roi n'a plus ce pouvoir, ses jambes ne bougent plus et son cœur est sur le point de s'arrêter. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Cependant, elle peut encore agir. La position qu'elle occupe est suffisamment puissante. Son petit-fils, le roi actuel, a donné son accord pour les fiançailles avec l'autre royaume, et c'est là l'erreur qui a tout déclenché. Ce que l'autre royaume veut, c'est mettre la main sur la princesse et la prêtresse. S'ils refusent, ils commenceront à les envahir. De cette manière, toute relation diplomatique prendra fin et, même si elles se marient, ils chercheront un autre moyen de les envahir. En d'autres termes, il n'y a aucun moyen de les arrêter. Mais c'est la protagoniste qui contrôle le destin. Si elle fait preuve d'une grande détermination, elle peut protéger le prince aux yeux dorés et aussi cette nation. À ce moment-là, il apparaît tout inquiet, assumant la responsabilité et demandant qu'on le croie innocent. Calmement, on découvre que tout est déjà su et que seuls les présents connaissent la vérité. Ils peuvent donc se reposer cette nuit et partir le lendemain matin. Son compagnon s'était caché tout ce temps et il semble aussi être un allié de son arrière-grand-père. En examinant bien ses yeux, elle remarque qu'ils sont similaires à ceux de son aïeul. Accrochez-vous, car dans ses veines ne coule pas le sang royal. Tout comme elle, il remplace le prince mort quand il était enfant, ayant été substitué par le prince malade. Ce grand secret était connu du roi, de l'ancien roi et de très peu d'autres personnes. Même la reine n'en avait pas connaissance. À l'époque, le prince n'avait que 4 ans, donc s'il cachait la vérité pendant quelques années, personne ne remarquerait que son apparence avait changé complètement. C'est ainsi que son arrière-grand-père l'a élevé, lui apprenant à vivre pour cette nation sans désirer autre chose. Il a ensuite appris à se comporter, à connaître des lieux lointains, et quand le prince Mulhomme est né, il a été mis à l'écart, devenant désormais le second prince. Au lieu d'être écarté, il deviendrait un conseiller qui protégerait la nation. Ils auraient pu l'éliminer à la naissance du nouveau prince, mais il est toujours là, vivant. À ses yeux, les gens n'étaient que des pions, et il avait trouvé la protagoniste pour pouvoir les éliminer. Cependant, depuis l'autre jour, il n'a pu penser qu'à son bien-être. Il ne peut pas perdre son sourire, car il est unique. Elle ne peut pas mourir. Agacée, elle lui demande également de prendre soin de lui-même. Elle ne permettra pas que quelqu'un d'autre meure. Il l'appellera par son nom, car ce qu'elle souhaite, c'est que ce soit lui qui le fasse, et peu importe s'il n'est pas prince, car pour elle, il est aussi unique. En remarquant que ses yeux bleus le regardent avec tant d'honnêteté, il l'embrasse en lui disant que ce n'était qu'un rêve, puis la laisse dans sa chambre. Nina a reçu de nombreux cadeaux qui, soi-disant, lui sont destinés et viennent de Galgada, du prince, car son mariage approche, c'est-à-dire qu'elle devra bientôt se marier. Elle commence donc à recevoir certains cadeaux. Cependant, Azur dit aux dames et à elle de ne pas encore les examiner, car il se peut qu'ils doivent les renvoyer. Pourquoi cela? Parce qu'évidemment, après tout ce qui s'est passé la dernière fois, y compris ce baiser avec Nina, il ne veut pas qu'elle parte pour Galgada. En fait, il envisage d'envoyer un messager pour reporter le mariage. Bien que cela soit compliqué, il va essayer. Azur voit ensuite Nina portant l'un des voiles de Galgada et lui demande de ne rien utiliser provenant de ce royaume. Il le lui retire et lui offre son propre cadeau, un joli ornement pour les cheveux avec une gemme bleue, de la même couleur que ses yeux. Le prince Azur lui dit que le bleu lui va bien et qu'elle est adorable. Bien sûr, notre Nina devient très embarrassée et essaie de le remercier pour ce compliment, mais elle a du mal à le faire. Azur,
espiègle, lui demande pourquoi elle est si nerveuse, et Nina lui demande de ne pas l'appeler ainsi en présence d'autres personnes, même si, en réalité, ils étaient seuls. Le prince pense qu'elle devrait rester ici pour toujours, c'est pourquoi il veut envoyer cette lettre pour qu'elle ne soit pas emmenée ailleurs. Clairement, elle rêve de vivre ici pour toujours avec Azur et qu'il puisse l'appeler par son prénom. Mais Nina est préoccupée, car elle ne sait toujours pas qui essaie de tuer Azur. Elle est allée parler à son arrière-grand-père, qui n'avait aucune idée, mais lui a seulement dit que la véritable princesse Alisha saurait comment le sauver et aurait ce pouvoir, bien qu'elle ne comprenne pas comment elle pourrait y parvenir. Elle a un rendez-vous avec Muulom, son jeune frère, qui est heureux de la voir et de lui parler, lui rappelant aussi qu'il lui avait envoyé de nombreux cadeaux. Alors qu'il parle de choses qui ne l'intéressent pas vraiment, la reine apparaît et la critique pour être trop insouciante et simple. Nina tente alors de discuter directement avec la reine pour savoir ce qu'elle compte faire d'Azur et si l'homme qui les avait attaqués auparavant était l'un de ses serviteurs. Sans l'accuser de quoi que ce soit, la reine répond qu'elle n'a aucune intention de nuire à Azur, mais qu'elle veut simplement qu'il connaisse sa place et qu'il ne cherche pas à devenir le prochain roi. En gros, elle ne veut pas qu'on compare son fils au prince Azur, car ce dernier est plus âgé et semble qualifié pour devenir roi. Cependant, elle ne souhaite pas lui faire de mal, sachant qu'Azur est une bonne personne et serait un excellent conseiller pour son fils. Elle ajoute que le responsable de l'attaque était en réalité un lord qui obéissait au roi, non à elle. Ensuite, le roi arrive et s'isole avec Nina. C'est alors que le roi révèle être celui qui tente de tuer Azur. Il lui demande ce qu'elle est allée faire chez l'ancien roi. Nina garde son calme et ne répond pas, alors il lui dévoile qu'Azur n'est pas son véritable fils, ayant été remplacé lorsqu'il était petit. Le roi lui confesse également qu'il est responsable de la mort du véritable Azur, qui, un jour, jouait avec l'un de ses échiquiers, le roi l'avait poussé accidentellement contre un meuble, entraînant sa mort. Sans remords, il avait ensuite ordonné de trouver un remplaçant, voyant tout le monde comme des pions sur son échiquier. Cela devient encore plus clair lorsque Nina comprend que le roi l'a en fait vendu à Galgada pour éviter la guerre avec Fortuna et obtenir quelques cadeaux de Galgada. Ces cadeaux n'étaient donc pas pour Nina, mais pour le roi. Ce dernier lui dit qu'il sait qu'elle n'est pas sa fille véritable, tout comme Azur a été échangé, et il lui demande de lui révéler toute la vérité. Nina, ayant compris la situation, affirme qu'elle est capable d'aider Azur, mais pour cela, elle doit devenir la véritable Alisha. Ici, on explique que Alicia révèle être la véritable princesse et la fille du roi. Elle annonce qu'elle partira pour Galgada et qu'elle sait qu'il l'a vendue pour quelques avantages. Elle demande que rien n'arrive à Azur, si quelque chose de mystérieux lui arrivait, elle accuserait le roi et s'occuperait elle-même de la situation une fois reine à Galgada. Elle déclare même qu'elle deviendrait l'épée qui attaquera Fortuna, menaçant directement le roi. Le roi dit même que tout le monde n'est qu'un pion dans son jeu d'échecs. Mais Nina, en devenant la princesse Alicia, prend en main cette opportunité. Le problème est qu'elle devra quitter Azur, ne pouvant rester éternellement à ses côtés pour entendre son nom. Tout en sachant maintenant que le roi est coupable, Nina décide de profiter de ses derniers jours avec Azur. Il l'invitait à nouveau dans sa chambre, pensant qu'elle n'y retournerait plus jamais, et lui offre un livre de son choix parmi de nombreux livres d'origines diverses. Certains sont des récits de voyage, d'autres des histoires lues par plaisir. Dans l'un d'eux, il est question d'un chameau, un animal qu'elle n'avait jamais vu. Azur informe Nina qu'il a envoyé un messager à Galgada pour retarder leur mariage, mais un serviteur de l'ancien roi s'est présenté peu avant pour lui demander ses désirs. Nina, de son côté, souhaite que le messager n'arrive pas, décidant ainsi de partir pour Galgada afin de protéger Azur. Elle garde cela secret, savourant le temps passé avec lui, le menant dans des endroits où elle se rendait avant d'être capturée. Ils goûtent des plats délicieux, se détendent ensemble et, bien que gênée lorsqu'on la présente comme la petite amie d'Azur, elle ne le nie pas, ajoutant une nervosité palpable. À la fin de cette journée, Nina l'enlace spontanément. Azur lui demande pourquoi, et elle répond qu'elle en avait simplement envie. Il avoue alors qu'il n'est plus nécessaire de cacher leurs sentiments, que l'amour est bien présent entre eux. Ils s'embrassent, confirmant leurs émotions. Nina ressent une forte émotion, mais sait qu'elle devra partir, bien qu'Azur l'ignore. Pour le protéger, elle s'en va, le remerciant de tout ce qu'il a fait. Azur est perplexe, car cela sonne comme des adieux. Lorsqu'on envoie Azur faire des courses à l'extérieur du palais, c'est le moment où Nina prend congé, faisant ses adieux à ses dames de compagnie qui ne peuvent la suivre. Habillée en tenue de Galgada, elle reçoit les adieux en larmes de Muulom, qui ne veut pas voir sa sœur partir si tôt, bien qu'il lui reste encore 10 jours avant son départ officiel. Nina lui promet de protéger Fortuna à distance. Pendant ce temps, Azur découvre que son départ a été orchestré par le roi et même par Nina, jusqu'à Do, son bras droit, qui l'a trompé. Azur retourne précipitamment au palais pour tenter de revoir Nina, mais il est trop tard, elle est déjà partie pour Galgada. Elle avait espéré un dernier adieu de sa part, sachant qu'elle ne le reverrait plus ni n'entendrait plus sa voix. Elle a choisi de devenir la princesse Alisha pour le protéger. Le prince Seth de Galgada, son futur époux, est un homme brutal qui a même tué une des princesses avec qui il était fiancé lorsqu'elle a tenté de l'attaquer. On lui annonce qu'il rencontrera bientôt la princesse Nina,
mais il ne sait même pas qui elle est. Le prince 7 de Galgada n'a pas l'intention de voir Nina pour l'instant. Il n'est même pas intéressé par le fait d'avoir tué une princesse ou les événements à venir. En réalité, il lui a tiré dessus parce qu'elle a tenté de le tuer, lui donnant ainsi une excuse pour éliminer tout son peuple. On remarque que le prince a un oiseau qu'il adore et qu'il a nommé Nina, mais cela n'a rien à voir avec notre Nina. La pauvre Nina a longtemps attendu que le prince 7 vienne la voir, mais cela n'a pas eu lieu. Elle se prépare toujours soigneusement, mais en vain, et elle n'est pas très heureuse de la situation. La seule personne qui reste avec elle est Ikami, une servante envoyée par l'arrière-grand-père d'Azur pour veiller sur Nina. Toutes les autres femmes qui travaillent avec elle sont de Galgada et ne la regardent même pas dans les yeux. Lorsqu'elle demande quand elle pourra voir le prince, on lui répond qu'elle doit simplement attendre, car il reste encore 6 mois avant le mariage. Elle peut donc se promener librement dans le palais et le château. Nina se balade alors un peu partout, mais lorsqu'elle salue les gardes et le personnel, personne ne lui répond ni ne la regarde. Elle ressent une ambiance un peu hostile. Elle imagine à quoi pourrait ressembler ce prince 7 qu'elle ne connaît pas. Elle sait seulement qu'on l'appelle le dieu de la guerre, qu'il est très fort et qu'il a soumis 2 royaumes en les transformant en vassaux. Elle imagine qu'il a les yeux rouges et les cheveux argentés, comme un lapin. Elle arrive alors dans un jardin du château après avoir entendu quelqu'un appeler, mais en fait, on appelait Nina, l'oiseau, et non elle. C'était le prince 7. L'oiseau est allé se poser sur la tête de la pauvre Nina et lui a un peu picoré le front, le laissant rouge. Elle se retrouve face à ce type aux cheveux argentés et aux yeux rouges, donc elle assume qu'il s'agit du prince. Elle est en colère, évidemment, car il ne semblait pas être occupé, et il aurait pu venir la voir à tout moment. Elle est un peu irresponsable et lui parle comme si elle était une inconnue. Elle essaie néanmoins de se calmer et de garder ses bonnes manières. Il lui demande si le nom Nina est son surnom d'enfance, et elle répond que oui, en essayant de ne pas crier sur l'oiseau qui continue de la picorer. En guise de pardon, le prince lui dit qu'ils organiseront un banquet en son honneur le lendemain. Après cela, il s'en va tout simplement. Nina pense que c'est un homme sympathique, mais ne le trouve pas particulièrement impressionnant. Le soir, elle contemple le ciel étoilé et repense à Azur et Fortuna, même si elle sait qu'elle ne devrait pas le faire, car cela lui manque. Vient le banquet, auquel assistent le prince 7 et 2 autres princesses restantes. C'est là que Nina apprend qu'elle est candidate pour devenir l'épouse du prince, rien n'était encore décidé. L'ambiance au repas est tendue, car les princesses souhaitent simplement partir. Elles viennent des royaumes vassaux que le prince 7 a conquis et aimeraient retourner dans leur royaume. Elles précisent qu'elles ne se rebelleront pas ni rien de ce genre. Nina finit par énerver le prince 7, qui s'en va. Elle souhaite le suivre pour lui parler, mais les autres princesses lui demandent de rester, rappelant qu'il a déjà tué une princesse et suggérant qu'elles devraient toutes 3 s'enfuir. Nina ignore leurs conseils et suit le prince 7, déterminée à poursuivre son plan de sauver Azur et Fortuna. Elle tente de parler avec le prince et lui dit qu'elle est prête à se marier avec lui et qu'elle fera tout pour être une bonne épouse. Cependant, le prince 7 la prend et l'emmène dans sa chambre, laissant entendre que l'un des rôles principaux d'une épouse concerne l'intimité. Nina, bien qu'elle lui rappelle qu'il reste du temps avant leur mariage, se retrouve terrifiée. Finalement, il la repousse en disant qu'il n'a aucune envie de coucher avec elle, ajoutant qu'elle n'est qu'un pion sans importance. Il révèle qu'il n'a aucune intention de choisir l'une d'elles comme épouse, cherchant plutôt des prétextes pour attaquer leurs royaumes respectifs. Nina est blessée et réalise que son plan était naïf et imprudent. Elle comprend que rien ne sera simple avec ce prince et qu'elle ne pourra pas protéger ce qu'elle aime si facilement. Désespérée, elle retourne dans sa chambre en pleurant. Après un rêve où elle revoit Fortuna et Azur, elle se réveille avec le souvenir de petits moments heureux et du difficile parcours de sa vie d'orpheline, où elle était souvent maltraitée et frappée lorsqu'elle volait pour manger. Elle décide alors de continuer d'avancer, de profiter des petites choses positives et de se transformer en l'épouse du prince pour devenir reine. Le lendemain, elle se lève avec un nouvel état d'esprit, prête à regarder la vie plus positivement. Les serviteurs du château remarquent qu'elle est de bonne humeur et certains finissent même par lui répondre poliment, impressionnés par ses yeux bleus. Elle essaie de parler au prince 7, mais les gardes lui disent qu'il est occupé. Cependant, elle l'aperçoit assis, inoccupé, à côté de son oiseau. Les gardes lui expliquent qu'il prend son temps de repos très au sérieux. Lorsqu'elle hausse la voix, le prince 7 lui dit qu'elle ne peut lui parler que s'il s'adresse d'abord à elle, et qu'il la punira si elle enfreint cette règle à nouveau. Les gardes la font sortir dans la cour. En courant, elle finit par bousculer une servante qui lui rappelle un de ses amis d'enfance lorsqu'elle était orpheline. Cette nouvelle servante est là depuis 3 jours seulement, et Nina souhaite devenir son amie. Après une hésitation, la servante accepte et elles deviennent amies, ce qui rend Nina très heureuse. Elle confie à Ikami qu'elle a enfin une amie femme. Ikami lui conseille d'être plus prudente, car elle pourrait être en danger, mais Nina est surtout concentrée sur la recherche d'un cadeau pour sa nouvelle amie, Annie. Nina offre un beau pendentif à Annie, ce qui la rend très heureuse. Il n'y a techniquement aucune règle interdisant aux servantes de parler aux princesses, donc elles peuvent être amies. Nina réalise que les serviteurs et les gardes l'ignorent sans doute à cause de ses origines, mais elle reste déterminée à continuer. Malheureusement, elle entend bientôt des cris,
Annie a pris une plume de l'oiseau du prince sans savoir que tout au château appartient au prince. Un garde s'apprête à lui couper le bras pour cela. Nina intervient, affirmant qu'il est absurde de punir Annie aussi sévèrement pour une erreur involontaire. Le prince s'est arrivé, bien qu'il refuse d'intervenir, Nina lui demande s'il considère que même la poussière au sol lui appartient. Le prince la rappelle à l'ordre en disant qu'il l'avait déjà averti de ne pas lui parler, ajoutant que Fortuna a commis une grave erreur. Le prince met alors Nina au défi, en demandant si elle pense être sienne et menace de la tuer. Il sort son épée et, contre toute attente, blesse Nina. Elle pensait qu'il ne le ferait pas, mais Ikami arrive pour la secourir, déplorant la cruauté du prince. Il ajoute que cette blessure laissera une cicatrice, ce qui ne dérange pas le prince, car il est le seul à la voir. Nina, malgré sa blessure, se relève, interprétant ses paroles comme une preuve qu'il a l'intention de l'épouser, car il sera le seul à la voir ainsi. Souriante, elle touche le prince Seth et lui dit que cela la rend heureuse avant de s'évanouir. Surpris, Seth l'empêche de tomber complètement, réalisant qu'elle est différente de toutes les autres. Nina est blessée et souffre des blessures causées par l'épée de Seth. Il la regarde et réfléchit à tout ce qui s'est passé. Ikami, qui veille sur Nina, remarque son attitude. Le prince demande si elle vient d'un autre royaume, car elle ne se comporte pas avec le respect habituel envers lui, même si c'est le prince. Pourtant, il ne la punit pas, car elle s'occupe de Nina. Il mentionne qu'Alicia, alias Nina, est une princesse assez particulière. Ikami explique qu'elle a passé beaucoup de temps enfermée dans le village des étoiles, où elle a été élevée pour devenir prêtresse, car elle est considérée comme la messagère de Dieu du destin. Seth garde cela à l'esprit, pensant qu'ils sont arrogants de croire cela. Un peu plus tard, Nina se réveille et semble plus animée. Elle frappe un de ses coussins pour extérioriser sa frustration envers Seth, mais ressent immédiatement une douleur à la poitrine, là où elle est blessée. Ikami lui rappelle de faire attention, car il est encore trop tôt pour bouger autant. Cependant, Nina, contrariée, se réjouit de ne pas avoir à voir Seth pour un moment, car Ikami lui apprend qu'il est parti du château pour réprimer quelques rébellions dans ses territoires. Nina peut alors parler avec Annie, qui s'inquiète pour elle. Annie la supplie de ne pas contrarier le prince Seth, car cela pourrait lui coûter la vie. C'est alors qu'une servante senior rappelle à Annie qu'elle ne doit pas se promener seule quand le prince Seth n'est pas au château. Nina ne comprend pas pourquoi, mais la servante explique que le capitaine de la garde du château, un noble sadique, abuse souvent de son pouvoir en l'absence de Seth. Ce capitaine, qui aime maltraiter les gens, est en train d'emmener de force une servante sous les yeux de Nina. Voyant que personne ne peut intervenir, Nina improvise en s'approchant de la servante, feignant d'être très mal en point. Elle l'étreint et lui demande de la raccompagner dans sa chambre, sauvant ainsi la servante de la situation. Ikami la prévient que de telles actions sont dangereuses, mais Nina insiste qu'elle ne pouvait rester sans rien faire. Ikami se souvient alors des paroles du bisaïeul d'Azur, qui lui avait demandé de veiller sur Nina. Elle admet que, bien que Nina soit impulsive, elle est aussi astucieuse. Ikami décide alors de lui apprendre à se protéger elle-même. Nina commenta qu'elle a observé les méthodes de Seth et ses propres règles, il n'a tué qu'une princesse parce qu'elle avait tenté de l'assassiner. Donc, tant qu'elle ne tente pas de lui faire de mal, elle pense être en sécurité. Cependant, elle n'est pas entièrement sûre si elle pourrait se défendre face à lui si la situation l'exigeait. Elle se dit que l'essentiel n'est pas de gagner mais de ne pas perdre. Inspirée, Nina élabore un plan. Elle se déguise en servante et prend l'une des plumes précieuses parmi ses bijoux, se promenant dans la cour et s'émerveillant ostensiblement de sa beauté. Le capitaine de la garde, attiré par cette mise en scène, s'approche pour la réprimander, croyant qu'elle a volé un objet du prince, ce qui est un crime. Nina révèle alors son identité de princesse, faisant un scandale pour montrer comment il l'a maltraitée, mettant ainsi le capitaine dans une situation délicate. Quand le capitaine tente de l'attaquer, la traitant de princesse d'un royaume insignifiant, Nina se défend en utilisant une technique que Ikami lui avait apprise, ce qui le laisse étourdi. Les autres gardes le conduisent au cachot, choqués par son comportement. Nina en profite pour dire que ce sera une occasion de parler au prince Seth, espérant qu'il approuvera cette décision. Sa bravoure impressionne le personnel du palais, qui commence à la respecter davantage. Peu après, Seth revient au château et apprend ce qui s'est passé. Il tente d'intimider Nina en brandissant un couteau, mais elle se maîtrise et l'assure qu'il ne lui fera pas de mal. Seth la regarde, intrigué par ses yeux bleus particuliers, rappelant les paroles de Ikami selon lesquelles elle est la messagère de Dieu. En fin de compte, il lui confie une nouvelle tâche en lui demandant de superviser une servante. Nina accepte, interprétant cette responsabilité comme un défi lancé par le prince, prête à prouver sa valeur. Ensuite, elle doit s'occuper de l'oiseau et, en le taquinant, elle a aussi des occasions de parler avec le prince Seth. Cependant, il ne parle pas beaucoup. Après quelques conversations normales, sans menace, il l'invitait à un futur voyage au centre de Galgada, et elle est conviée. L'une des servantes plus âgées et le reste du personnel sont heureux, car le prince n'avait jamais emmené de princesse à la capitale royale. Là-bas, il y a les rois, la famille du prince. Elle espère donc les connaître un peu mieux pour se rapprocher d'eux et améliorer leurs relations.
Cela fait partie de son plan. Lorsqu'elle essaie de recueillir des informations sur les rois, elle découvre qu'ils sont stricts et qu'ils correspondent aux stéréotypes royaux. Nina se demande alors si le père de Seth est comme son arrière-grand-père adoptif. Bien qu'elle tente d'obtenir plus d'informations des principaux gardes, ils ne lui disent rien. Malgré tout, Nina est heureuse et continue d'essayer de soutirer des informations à l'intéressé lui-même, c'est-à-dire à Seth, en commençant d'abord par parler avec l'oiseau, pour qu'il daigne lui adresser la parole. N'oublions pas qu'elle ne peut pas lui parler directement, mais Seth ne lui répond rien. Quelque chose le dérange, il est irrité de voir Nina si dévouée à son royaume et prête à avancer, alors qu'elle a été envoyée comme une pièce de monnaie d'échange, sans qu'on se soucie d'elle. Elle a été humiliée, blessée, mais elle persévère sans vouloir nuire au prince, assumant son rôle de princesse. Nina pense que peut-être Seth déteste lui aussi tout ce qui entoure le fait d'être prince ou roi, les obligations qui en découlent. Seth la regarde dans les yeux, de plus en plus persuadé qu'elle est une prêtresse, une messagère de Dieu. Alors, pour la corrompre, il l'embrasse, et Nina reste impassible. Mais lorsqu'il lui demande si elle se sent désormais plus mature, elle se fâche, se lève, s'enfuit en le traitant d'enfant stupide et idiot. Bien sûr, Nina n'en peut plus. Au début, Seth ne réagit pas et reste surpris de son action. Puis, le jour arrive où ils doivent partir pour le centre de Galgada, la capitale. Cela prendra du temps, et ils devront passer par d'autres chemins en raison des glissements de terrain causés par de fortes pluies. Nina est un peu inquiète, mais elle se sent au moins un peu plus heureuse car elle va voyager dans son propre carrosse avec l'oiseau et ne sera pas avec le prince Seth, étant donné que les choses sont un peu tendues entre eux. Cependant, en chemin, son carrosse tombe dans un ravin. Elle n'est pas blessée, mais se retrouve tout en bas du ravin. En cherchant l'oiseau, celui-ci s'échappe. En tant que sa protectrice et soigneuse, Nina part alors à sa recherche dans toute la forêt pour tenter de l'apaiser, mais elle ne parvient pas à le retrouver. La panique commence à envahir la pauvre Nina, car elle sait que personne ne viendra la secourir. Après tout, elle n'est qu'une fausse princesse. Elle pense qu'elle va mourir ici, sans que personne ne se souvienne d'elle ou ne prononce son nom. Alors qu'elle sombre dans le désespoir, elle aperçoit au loin des yeux dorés, appartenant à un tigre, et la pauvre Nina est attaquée. La pauvre Nina est attaquée par un tigre, ce qui lui rappelle Azur en appelant à l'aide. Mais Seth apparaît pour la sauver et tue le tigre avec son arme, tout cela grâce à Nina qui avait alerté le prince. Seth lui lance une gourde d'eau et lui dit qu'ils rejoindront les autres au matin, car il a laissé des marques tout au long de la forêt. Cependant, pour le moment, ils doivent chercher un endroit pour passer la nuit. Seth préfère que Nina reste loin de lui, mais elle remarque qu'il est blessé. Il s'avère que, lorsqu'il a protégé Nina contre le tigre, il a reçu le coup à sa place. Nina insiste pour l'aider, mais Seth refuse en disant que ce n'est rien, que même le dieu des enfers ne veut pas encore de lui, donc il ne risque rien. Malgré son insistance, Nina reste près de lui pour veiller sur lui. Durant la nuit, Seth s'endort et fait des cauchemars où il se remémore son enfance, marquée par des rituels visant à purifier son sang. Tantôt adulé et acclamé, tantôt purifié et renié, tout cela se faisait soi-disant sous les enseignements d'un dieu. Il se réveille en sursaut, et Nina pose sa main sur son front pour vérifier s'il a de la fièvre. Elle lui raconte qu'elle connaissait quelqu'un qui souffrait beaucoup de maladies et qu'elle avait l'impression d'absorber une partie de sa température chaque fois qu'elle prenait sa main. Seth se moque d'elle, insinuant que c'est typique d'une prêtresse avec une fausse bonté. Nina lui demande alors d'arrêter de parler des dieux et du destin, affirmant que si les dieux protègent les hommes, ils ne font pas grand-chose pour les aider. Ces propos surprennent Seth, car il est rare qu'une prêtresse parle ainsi. Cela éveille également sa curiosité pour Nina, qui semble à la fois innocente et pure, mais dotée d'une personnalité décontractée et surprenante. Il la taquine en suggérant qu'il existe d'autres moyens pour une princesse, ou plutôt une concubine, de le réchauffer pendant les nuits glaciales du désert. Nina, en plaisantant, l'embrasse, mais rit ensuite en disant que c'était sans amour et que cela ne signifiait rien. Elle traite le prince de gamin et tente de lui faire comprendre qu'il pourrait essayer de mieux la connaître. Elle pense qu'il a grandi sans amour et qu'il ne sait pas ce que cela signifie. Elle propose donc qu'ils feignent de s'aimer, car après tout, ils devront se marier un jour, et il faudra bien qu'un peu d'affection naisse entre eux. Soudain, l'oiseau s'envole brusquement, alerté par un bruit. Nina part enquêter, pensant qu'il pourrait s'agir d'un autre tigre. Seth lui assure qu'il n'y en a probablement plus dans les environs. En explorant, Nina découvre une grotte où elle trouve un petit tigre. Ne voulant pas le laisser seul, elle décide de l'emmener avec elle. Seth s'y oppose, suggérant qu'il devrait rester dans la nature. Nina insiste, affirmant que, comme prince, Seth pourrait utiliser son autorité pour s'occuper du petit. Seth finit par céder, promettant de faire appel à des spécialistes des créatures pour s'en occuper. Nina décide de nommer le petit tigre qu'elle a recueilli Mivalia, qui signifie l'aube. Et ici, on revient sur le fait que Nina veut que Seth la traite mieux. Elle lui demande de la traiter au moins comme il traite son oiseau. Seth accepte et dit qu'il la traitera de la même manière, l'appelant par son prénom, Nina. Cela ravive chez Nina des souvenirs liés à son passé, en particulier à son vrai prénom, utilisé lorsqu'elle était enfant.
Même si Seth pense que ce prénom était juste un surnom donné à la princesse dans sa jeunesse, cela marque un rapprochement entre eux. Au matin, ils sont retrouvés par les autres membres du groupe. Seth fait comme s'il n'avait aucune blessure et reste impassible, car il ne veut pas montrer de faiblesse devant ses soldats et ses serviteurs. Ils arrivent à Galgada, une nation qui, autrefois pauvre, est devenue prospère grâce à un messager divin ayant conseillé un ancien roi d'explorer les terres du sud. Aujourd'hui, Galgada est une nation puissante, ayant conquis d'autres royaumes, et leur objectif ultime reste de conquérir Fortuna. Nina arrive au palais royal avec le prince et découvre qu'il est bien plus imposant que celui de Fortuna, un symbole évident de la puissance du royaume. Elle rencontre aussi les autres princes, Yor, le deuxième prince, Bido, le troisième, et Tot, le quatrième. Comme prévu, les relations entre eux sont tendues, car chacun convoite la place de Seth, l'héritier légitime. Un incident éclate lorsque les autres princes remarquent les yeux bleus de Nina, la prêtresse de Fortuna. Une dispute éclate entre eux, mais Nina intervient, leur demandant d'arrêter de se battre. Elle va même jusqu'à frapper Seth, lui reprochant de rendre l'atmosphère inconfortable pour tout le monde et conseillant aux princes de prêter plus attention à leur environnement. Réalisant ensuite qu'elle avait peut-être dépassé les limites, elle s'attend à être punie, mais aucun châtiment ne lui est infligé. Malgré cela, elle espère améliorer ses relations avec la famille de Seth et devenir une bonne future reine. Plus tard, une servante informe Nina qu'elle doit dormir dans la chambre de Seth cette nuit-là. D'abord réticente, elle se dit ensuite que ce pourrait être une bonne occasion de se rapprocher du prince. Lorsque Seth arrive, Nina propose de dormir par terre près de Maveria pour s'en occuper, mais Seth insiste, les nuits à Galgada sont froides, et ils doivent partager le lit. Il la rassure en disant qu'il n'a aucune intention de lui faire du mal. Nina s'excuse pour son comportement face aux autres princes, mais Seth lui explique que, dans d'autres circonstances, cela aurait pu lui coûter la vie. Pourtant, il a choisi de ne rien faire cette fois. Seth confie qu'il n'a aucun intérêt pour ses demi-frères, qui sont tous enfants de concubines et ne partagent avec lui que leur père. Nina, de son côté, exprime qu'elle aurait aimé avoir des frères et sœurs pour se sentir moins seule, notamment dans des moments difficiles comme la perte de ses parents. Elle devine que Seth, élevé dans la solitude, a toujours ressenti ce vide. Elle comprend alors que, s'il commence à s'ouvrir aux autres, il pourra découvrir de nouvelles choses, l'affection, et construire des relations plus humaines. Nina accepte de travailler sur sa relation avec Seth, sachant qu'ils finiront par être mari et femme. Malgré cela, elle se sent nerveuse dans ce palais inconnu et sur un lit qu'elle ne connaît pas. Elle pense qu'elle ne pourra pas dormir, mais finit par s'endormir immédiatement. Seth, quant à lui, l'observe calmement, apaisé par sa présence et celle des créatures autour d'eux. Cette première nuit à Galgada est sereine pour lui, une rareté. Le lendemain matin, Nina se réveille et se rend compte qu'elle est très proche de Seth. Elle remarque la beauté de ses cils lorsqu'il ouvre les yeux. Elle demande comment ils en sont arrivés là, et il lui répond qu'elle s'est rapprochée d'elle-même. Lorsqu'elle lui demande de la lâcher, il obéit sans protester. Nina en profite pour saluer ces deux créatures, l'oiseau Nina et la petite tigresse Mivalia. Cette annonce à Nina qu'elle doit désormais jouer le rôle de sa servante et l'habiller. Bien qu'elle n'aime pas cette idée, elle accepte en se souvenant que c'est l'une de ses nouvelles fonctions. Elle s'exécute maladroitement, mais Seth semble presque sourire à chaque fois qu'il la regarde, comme si quelque chose avait changé en lui, bien que Nina ne sache pas exactement quoi. Plus tard, les quatre princes se réunissent devant le roi, qui parle de leur plan d'invasion de Fortuna. Il sait que Seth veut s'y attaquer par les armes, mais il n'a pas encore décidé quoi faire de la princesse Nina, l'utiliser comme excuse ou non. Le roi annonce ensuite que la succession au trône dépendra de celui qui réussira à conquérir Fortuna en premier. Cette décision ouvre la voie aux autres princes pour tenter de prendre le pouvoir. Tot, l'un des princes, a un plan clair, épouser la princesse de Fortuna et avoir un enfant avec elle pour s'emparer facilement du royaume. Pendant ce temps, à Fortuna, un nouveau roi a pris le pouvoir, le prince Azur, maintenant devenu le roi Azur. Les détails de son ascension restent inconnus pour le moment. Dans ce château où se trouve Nina, il y a maintenant 5 ailes, une pour le roi et les 4 autres pour chaque prince, chacune ayant sa propre couleur. Nina est actuellement dans l'aile blanche, celle spécialement dédiée à Seth. Une servante lui annonce qu'elle aura désormais sa propre chambre et qu'ils dormiront séparément. Cela met Nina en colère, et elle va demander des explications à Seth, se demandant pourquoi il ne veut plus partager sa chambre avec elle. Seth lui explique alors que cela concerne la succession au trône. En effet, il n'est plus le prince héritier, car à présent celui des 4 princes qui se mariera avec Nina deviendra le prochain roi. Nina est exaspérée à l'idée que ces 4 princes se disputent son attention de diverses façons, car le trône de Galgada est actuellement très furieuse, Nina quitte l'aile blanche, déçue que Seth semble Elle se demande s'il ne veut vraiment pas du trône et est frustrée, pensant qu'ils s'étaient rapprochés dernièrement, notamment grâce à leurs discussions nocturnes. 5 gardes bien habillés viennent alors chercher Nina, prétendant que le prince Yor l'invitait dans son... Mais au lieu d'une invitation, elle est emmenée de Yor lui propose une chambre pour elle seule, équipée de tout ce dont elle a besoin,
et lui annonce qu'elle deviendra son épouse pour qu'il puisse obtenir. Nina refuse poliment, prétextant qu'elle doit s'occuper de ses. Elle remarque aussi que Yor semble peu intéressé par les femmes, entouré exclusivement de gardes élégants et impeccables. Quand Nina essaie de lui parler plus directement, on lui refuse l'accès sous prétexte que le prince Yor supporte mal les femmes. Exaspérée, Nina demande s'il aime les hommes, ce qui met Yor en colère. Pendant contrainte de rester dans l'aile noire, réfléchissant à la possibilité que cette laisse les autres princes rivaliser pour elle, et se demandant s'il viendra la chercher. L'auteur de Yor apporte de la nourriture à Nina. Il profite de l'occasion pour le frapper, l'attacher, voler son uniforme et tenter de s'échapper. Les gardes alertent Yor, et des recherches sont lancées pour la retrouver. Dans la chambre de Seth, un de ses gardes lui rapporte que le prince Yor a probablement emmené Nina, ce qui inquiète ses servantes. Il demande directement à Seth pourquoi il ne se bat pas pour devenir roi. Donc il n'a pas besoin de s'affirmer, sachant qu'il est destiné à être le prochain roi de Galgada grâce à son sang royal et à son expérience sur les champs de bataille depuis son jeune âge. En essayant de fuir, Nina tombe sur un autre prince, Bido, qui cherche à se rapprocher d'elle, mais de manière moins agressive que Yor. Tente de l'emmener dans l'aile pourpre, Yor réapparaît avec ses gardes, ordonnant de capturer Nina et rappelant que les princes n'ont pas le droit d'entrer dans l'aile d'un autre. Il ordonne à ses gardes de couper un pied à Nina pour l'empêcher de s'échapper. Tant qu'elle pourrait devenir reine, rien d'autre n'avait d'importance, son seul intérêt étant le trône. Le prince Bido intervient, jugeant cela excessif, et les gardes hésitent à obéir. Seth arrive pour sauver Nina. Proche d'entrer dans son aile sans autorisation, lui demandant comment il a pu passer. Il répond calmement qu'il a simplement demandé aux gardes de le laisser passer. Proche de Nina, lui tend la main, et lui demande si elle veut partir avec lui. Le prince rappelle à Seth que la succession au trône a changé, qu'il n'a plus d'autorité sur la princesse Alisha. Il rétorque qu'Alisha lui appartient déjà, montrant une marque comme preuve. Pour cela, il commence à déboutonner sa chemise, ce qui trouble Nina. Il révèle une cicatrice qu'il porte depuis leur dernier affrontement. Dans l'aile blanche, Nina est furieuse, mais pas trop, car Seth reste proche d'elle, presque collé. Il semble développer des sentiments pour elle. Autrefois froid et vide, semble changer grâce à Nina. Il tente de ne pas être trop en colère, arguant qu'il n'a pas ouvert sa chemise entièrement et que son geste n'avait pour but que de la libérer. Nina, qui envisage de lui pardonner. Anna, une servante, observe leur proximité et demande à Ikami, un autre serviteur, s'il est content de voir cela. Ikami, bien que toujours attentif à Nina, semble la regarder avec une sévérité inhabituelle, plutôt que de l'affection. Après cet incident, les gardes de Yor viennent s'excuser auprès de Nina, expliquant qu'ils n'avaient pas réellement l'intention de lui couper un pied. C'est simplement impulsif. Elle pense même à pardonner aux gardes, qui paraissent sincèrement inquiets pour leur prince. Champ de l'air, Nina sort et tombe sur le plus jeune prince, Tot. Elle se demande s'il est lui aussi intéressé par le trône, mais il affirme que ce n'est pas le cas, ayant d'autres préoccupations. Il parle des changements chez Seth depuis qu'il a rencontré Nina, ce qui l'inquiète. Il raconte que Seth, dès l'âge de 12 ans, menait des guerres et était redouté pour sa dangerosité. Il rappelle aussi les propos de Yor, qualifiant Seth de prince maudit à cause de sa naissance d'une prêtresse, considérée comme blasphématoire. Il conseille à Nina de choisir parmi ses deux autres frères, Bido ou Yor, affirmant qu'ils sont meilleurs que Seth. Il insinue que si Seth devenait roi, cela entraînerait des pertes humaines. Nina rejette ces insinuations, préférant se faire sa propre opinion sur les gens. Dévoilant son côté manipulateur, sourit face à sa réponse. Tard, Nina confronte Seth pour en savoir plus sur une rumeur concernant le temple sanglant. Reste vague, lui disant que tout ce qu'elle a entendu est une histoire qu'il ne souhaite pas expliquer. Nina insiste, disant qu'elle préfère apprendre la vérité directement de lui. Il accepte finalement et l'emmène au temple sanglant, un lieu où il a grandi. Là, il lui montre l'endroit où le grand prêtre s'était suicidé sous ses yeux. La mère de Seth, d'après ce qu'on raconte car il ne l'a jamais connue, était d'une beauté inoubliable. Le roi, son père, avait entretenu une relation avec cette prêtresse, qui donna naissance à Seth. Cependant, pour cacher ce qu'ils considéraient comme une souillure, ils enfermèrent Seth dans un temple. Il fut élevé par le grand prêtre, qui, amoureux de sa mère, oscillait entre bienveillance et maltraitance envers Seth. Parfois, le prêtre traitait Seth avec douceur, voyant en lui le fils de la femme qu'il aimait. Autrefois, il le punissait sévèrement, le considérant comme le fruit de l'union avec le roi, l'homme qu'il haïssait. Il vivait chaque jour dans l'angoisse de ne pas savoir quel comportement le prêtre aurait envers lui. Il arrivait même que Seth ne soit pas nourri, le laissant frôler la mort, jusqu'à ce que le prêtre, pris de remords, vienne s'excuser. Un jour, le roi apprit l'existence de Seth et envoya ses gardes pour le récupérer. Refusant de voir Seth partir, le grand prêtre se suicida en se jetant du toit du temple. Le traumatisme explique la personnalité froide et distante de Seth, marquée par une enfance où il n'espérait que la mort.
Et par cette histoire, Nina souhaite montrer à Seth qu'il existe de la beauté et des choses positives dans le monde. Sachant pas comment s'exprimer avec des mots, elle décide de l'étreindre, tentant de lui transmettre chaleur et affection. Geste sincère émeut Seth. Au moment, une légère neige commence à tomber. Nina, qui ne connaît pas la neige, s'émerveille devant ces flocons qui se dissipent en fondant. Lui explique que le vent a transporté la neige depuis les montagnes voisines. Sa Nina, Seth redécouvre la beauté du monde à travers ses yeux, et pour la première fois, sa vie semble se remplir de couleurs. Tour, il la prend dans ses bras, et elle lui tient la main. Pendant, Nina s'interroge, pourra-t-elle un jour lui avouer qu'elle n'est pas Alisha? Et de devoir lui mentir toute sa vie la rend malheureuse. De retour au château, les gardes de Seth l'informent que le roi de Forna a demandé une audience. Il y a 1 mois et demi, un nouveau roi a été couronné, mais personne n'en savait rien. Le messager royal arrive au château. Là, inquiète, sort pour comprendre ce qui se passe et apprend que le prince Azur est devenu roi. Prenant l'importance de la situation, elle se précipite pour rencontrer le messager, qui se révèle être Azur lui-même. Nina était très pressée de savoir si ce messager était Azur ou non. Elle essaie donc d'esquiver tous les gardes du château pour l'approcher. Elle parvient à les saluer et montre un vif intérêt à parler avec le messager, bien qu'elle ne soit toujours pas sûre qu'il s'agisse d'Azur. Les autres discutent avec elle, mais Ikami lui conseille de faire très attention à ses propos, car tout le monde écoute, et cela pourrait mettre les messagers en danger. Nina tente de chercher Azur et de lui parler, ou au moins d'obtenir un regard de sa part. Cependant, il détourne les yeux et elle ne peut pas s'approcher davantage, car les messagers doivent entrer et cela pourrait leur causer de sérieux problèmes. Dépitée, elle retourne dans sa chambre, très triste qu'il n'ait même pas voulu la regarder. Elle culpabilise, ne sachant pas dans quel état il se trouve, car au fond, elle est partie sans rien lui dire, ce qui pourrait l'avoir contrariée. Mais si c'était le cas, pense-t-elle, il ne serait probablement pas là. Seth, inquiet pour elle, discute avec Annie pour comprendre ce qui ne va pas, car Nina n'est pas aussi joyeuse et énergique que d'habitude. Annie suppose que voir les messagers de son pays a dû lui provoquer de la nostalgie. Seth demande alors ce qu'il pourrait faire pour qu'elle redevienne comme avant. Surpris par son intérêt, Annie suggère qu'un bon repas ou une activité amusante pourrait lui remonter le moral. Seth demande alors à un de ses gardes d'apporter toutes les délicieuses douceurs disponibles dans le château. Quand Nina voit tous ces bonbons et sucreries, elle s'interroge sur ce qu'il se passe pour qu'il y en ait autant. Annie lui murmure alors que le prince Seth s'inquiétait pour elle et voulait simplement lui remonter le moral. En comprenant cela, Nina se sent mieux, même si elle doute encore de ses intentions. Cependant, elle est heureuse, surtout lorsqu'elle apprend que Seth prévoit un festival pour accueillir l'hiver, avec de la musique et d'autres activités divertissantes. Cela améliore son humeur, bien qu'elle trouve encore agaçant les sourires qu'il affiche parfois. Pendant ce temps, les autres princes se réunissent dans les hauteurs du palais, inquiets des informations que les messagers pourraient apporter, ainsi que de ce qui se passe à Fortuna. Le roi actuel aurait empêché leurs espions au palais d'envoyer leur rapport, y compris celui qui se faisait passer pour un marchand ambulant. Il soupçonne donc des bouleversements à Fortuna. Toth évoque l'idée que le roi pourrait reconsidérer la succession au trône, vu les récents événements, ce qui ne plaît pas à Yor, qui doit impérativement épouser la princesse Alisha pour accéder au trône. De son côté, Nina, alias la princesse Alisha, décide de s'éclipser discrètement pour rejoindre les messagers. Elle agit en cachette de Ikami, Annie et même de Seth. Elle exprime son attachement croissant envers eux, notamment envers Seth, qu'elle commence à chérir. Elle décide alors d'agir audacieusement, elle approche les gardes en prétendant apporter des bonbons aux messagers, restant d'une réserve du prince Seth. Les gardes, toutefois, lui refusent le passage, affirmant qu'elle a besoin d'une autorisation. Nina insiste, affirmant qu'elle a la permission et les invite à vérifier. Elle ne peut pas être arrêtée et se retrouve ici avec les messagers de Galgada, percutant l'un d'eux et faisant tomber le récipient contenant les bonbons. Évidemment, elle se retrouve face à Azur, qui, encore une fois, évite de croiser son regard. Le prince Seth arrive alors, lui demandant ce qu'elle fait là. Seth lui dit qu'il aurait été impensable qu'elle aille aussi loin juste pour voir de simples messagers. Cependant, ce qu'elle voulait vraiment, c'était envoyer un message à tous ceux qu'elle aime à Fortuna, y compris son père, sa mère, le grand-père d'Azur et Mulhomme. Elle leur promet qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour les protéger depuis Fortuna. Même si Azur ne répond rien à cela, il s'accroupit pour enlever une pierre qui avait coincé son pied afin qu'elle ne se blesse pas. Cependant, Seth intervient, l'écarte et lui dit de ne pas s'inquiéter, les messagers ne partiront pas tout de suite. Le roi a arrangé les choses pour qu'il reste jusqu'au festival d'hiver qui se prépare. Mais il explique que ce festival n'est qu'un prétexte pour les retenir et les interroger afin de s'assurer qu'ils sont bien ce qu'ils prétendent être et qu'ils n'ont pas d'intention malveillante. Seth sort alors son épée et la pointe vers Azur, mais ce dernier ne bronche même pas, ce qui surprend le prince. Reconnaissant les capacités évidentes d'Azur, Seth annonce qu'un tournoi se tiendra pendant le festival, et que celui qui le gagnera pourra demander ce qu'il souhaite. Cela pourrait être très risqué pour Azur, mais c'est une opportunité qu'il pourrait envisager.
Cette menace également Azur de ne pas s'approcher de sa princesse, mais Azur s'excuse humblement, prétendant qu'il n'a jamais voulu l'offenser et continue de jouer son rôle de simple messager. Après cela, Azur parle à ses messagers, leur rappelant de ne rien dire car il pourrait y avoir des espions à l'écoute. Même si les gardes à l'extérieur des portes ne peuvent pas entendre, des spécialistes comme Ikami pourraient espionner. En effet, Ikami écoute leur conversation à travers une fenêtre, alors qu'Azur se demande si Ikami est toujours de leur côté, ou est-il désormais du côté de Galgada. Pendant ce temps, Nulhomme, préoccupé, est près d'une fenêtre. La reine lui ordonne de s'en éloigner pour éviter de tomber malade. Nulhomme s'inquiète pour le roi Azur et pour la reine. Il a entendu dire que le roi a abdiqué et passe maintenant son temps à jouer au chatard. Mais Nulhomme sait que le roi a confié à Azur le trône pour un an seulement, en lui demandant de protéger Fortuna même au prix de sa vie. Cela trouble Nulhomme, qui se demande ce que sa sœur Alisha ferait si elle était là. Il sait qu'elle saurait comment agir. De son côté, Mavis s'est échappée. Nina court à sa recherche, reprochant à Annie d'avoir laissé la porte ouverte. Elles atteignent une partie du domaine violet du prince Bido, où tout le monde est vêtu de cette couleur. Annie suggère que Nina pourrait participer au tournoi, car le vainqueur pourra demander ce qu'il désire. Cependant, ni le roi, ni les gardes royaux, ni les princes ne sont autorisés à y participer. Le prince Bido arrive alors, proposant à Annie de rejoindre son cercle de femmes. Il affirme que l'amour est infini et qu'il peut toujours avoir de nombreuses amantes. Malgré cela, il n'a pas renoncé à faire de la princesse Alisha son épouse. Alisha, pensant à participer au tournoi, se retrouve avec une épée lourde dans les mains, mais elle n'est pas entraînée pour ce genre de combat. Le prince Bido, très ambitieux, prévoit de faire participer quelqu'un d'autre à sa place pour satisfaire ses propres désirs. Pendant ce temps, Yor veut accorder son pardon à un général puissant mais emprisonné, afin qu'il puisse se battre pour lui et l'aider à obtenir ce qu'il désire. Ikami entend tout cela également. Nina décide qu'elle devrait peut-être apprendre l'escrime. Annie lui dit que ce n'est pas nécessaire, mais Seth propose de l'entraîner. Pendant leur séance, il explique que le secret de l'escrime est de deviner ce que l'adversaire va faire et de l'attaquer avant qu'il ne le fasse. Seth, habitué à lire facilement ses adversaires, avoue avoir du mal à comprendre Nina, qu'il trouve imprévisible. Même si Seth n'a pas beaucoup de compassion pendant leur entraînement, ses gardes et serviteurs remarquent que Nina montre des talents prometteurs. Si elle persévère, elle pourrait devenir une escrimeuse compétente. Ils s'affrontent, mais Nina finit par plaisanter et rendre l'entraînement moins sérieux. Petit à petit, les gens commencent à apprécier Nina. Elle gagne progressivement l'affection de tous, car ils ont remarqué à quel point le prince Seth a changé. Ils comprennent désormais qu'elle semble être une personne irremplaçable pour lui. Annie finit par le confier à Nina, lui faisant comprendre l'importance qu'elle a. De son côté, Nina ne veut qu'une chose, protéger tout le monde. Elle rêve que Fortuna et Galgada deviennent des nations amies. Elle veut protéger les gens qu'elle a laissés à Fortuna ainsi que ceux qu'elle a rencontrés à Galgada. Elle s'attache à tous, mais plus particulièrement à Seth, qu'elle souhaite chérir. Cependant, cette nuit-là, Ikami lui demande de la suivre en silence. Nina ne peut rien dire. Ikami la conduit jusqu'à un balcon, devant des fenêtres où se trouve le prince Azur. Ce dernier, sans prononcer un mot, lui montre une marque qu'elle lui avait faite autrefois. Azur lui annonce qu'il la ramènera à Fortuna avant son mariage au printemps, quoi qu'il en coûte. Nina, bouleversée, lui demande pourquoi il lui dit cela. Ces paroles remuent ses émotions, et elle trouve cela injuste, car cela lui rappelle à quel point elle l'aime encore. Nina était très bouleversée par tout ce qui s'était passé. Elle venait de revoir Azur de près, et celui-ci lui avait dit qu'il l'emmènerait à Fortuna avant son mariage au printemps. Elle a essayé d'en apprendre davantage à ce sujet par l'intermédiaire de Ikami, mais cette dernière lui a simplement répondu qu'elle avait pris le pouvoir. Toute cette organisation du départ de Nina de Galgada risquait de causer de nombreux problèmes. Bien qu'elle aime toujours Azur, l'entendre dire qu'il allait l'emmener, en plus de le revoir, l'a profondément troublée, lui rappelant combien elle l'aime. Ikami lui a alors demandé si elle avait entendu parler de la légende sur l'origine de Fortuna et a commencé à lui raconter l'histoire. Il y a très longtemps, il existait un peuple appelé le peuple des étoiles. Ce peuple avait des yeux bleus et le pouvoir de communiquer avec les esprits de la création. Il voyageait de lieu en lieu. Un jour, une femme de ce peuple est tombée amoureuse d'un jeune prince. Malgré les obstacles, ils ont réussi à rester ensemble. Grâce à son pouvoir, cette femme a aidé le royaume, rendant ses terres fertiles et prospères avec l'aide des esprits. Ainsi, Fortuna fut créée et continua de se développer pendant plus de 1000 ans. Depuis, il naît parfois une fille aux yeux bleus qui devient la prêtresse du dieu des étoiles. Ce phénomène est rare, mais c'est pourquoi Fortuna accorde tant d'importance à récupérer Nina. En réalité, elle n'aurait jamais dû être échangée ou donnée. Pourtant, Nina se dit intérieurement qu'elle n'est pas vraiment la princesse Alisha, même si ses yeux bleus pourraient indiquer qu'elle est une descendante de ce peuple. Elle se sent déprimée en pensant à tout cela, jusqu'à ce que Seth réapparaisse et lui demande si elle pensait encore à son ancien foyer. Elle lui confie qu'elle a beaucoup de choses en tête. Elle se souvient des paroles de Seth, disant qu'il ne devait l'embrasser que par amour. Nina veut comprendre pourquoi il a dit cela et pourquoi il l'a embrassée.
Mais à nouveau, Seth s'approche pour l'embrasser, et cette fois, Nina le repousse. Elle lui explique qu'elle a besoin de temps pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Seth lui demande alors ce qu'ils peuvent faire entre-temps, et elle répond qu'ils peuvent continuer à s'enlacer. Seth la prend dans ses bras, et Nina lui demande s'il est possible de laisser Fortuna tranquille, de ne pas l'attaquer. Elle regrette aussitôt ses paroles, car l'une des raisons pour lesquelles elle est venue à Galgada était de protéger Fortuna. Mais elle ne veut pas non plus manipuler Seth et ses sentiments. Seth lui dit alors que prendre Fortuna est déjà décidé et que celui qui épousera la princesse Alisha héritera du royaume. L'enfant issu de cette union entre le roi de Galgada et la princesse de Fortuna serait destiné à gouverner. Ces paroles enflamment la colère intérieure de Nina. Elle est fatiguée de se sentir impuissante, manipulée et utilisée. Elle s'échappe pour marcher, furieuse, et finit par atteindre un endroit en hauteur où elle peut voir toute la ville de Galgada depuis le château. Elle crie pour évacuer son stress, regrettant que le roi ne soit pas venu lui parler directement, préférant la manipuler de loin. Pendant ce temps, le festival commence. Ce jour-là, les princes s'affrontent non pas personnellement, mais à travers des champions qu'ils ont choisis. L'un des généraux, autrefois gracié par un prince, est en route pour combattre en son nom. Parmi les nobles, les discussions tournent autour de la succession et de qui sera le prochain roi. Le prix du tournoi n'est autre que la princesse Alisha. Quand Nina entre, vêtue d'une élégante tenue et illuminée par ses yeux bleus, elle attire tous les regards. Déterminée à agir, elle se présente comme une princesse gracieuse et s'adresse au roi, qui reste toujours caché et entouré de gardes. Elle le salue et lui demande la permission de parler. Elle explique qu'elle n'est pas offensée d'être utilisée comme récompense pour ce tournoi, mais en échange, elle exige un prix, la souveraineté sur Fortuna. Le roi éclate de rire, mais il s'avère que ce roi est en réalité une reine. Intriguée par Nina, elle lui demande si elle se considère vraiment assez précieuse pour mériter une telle récompense. À ce moment, tout le monde fut évidemment surpris par sa demande, mais Nina, sûre d'elle, affirme qu'elle en vaut la peine. La reine, charmée par son audace, l'invitait à assister au tournoi à ses côtés. Cette reine se nomme Noaal. De son côté, Azur riait de tout ce qui s'était passé, remarquant qu'elle n'avait aucune intention de suivre son plan de la ramener à Fortuna avant le printemps. Nina, comme à son habitude, surmonte les obstacles et avance, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il est tombé amoureux d'elle. C'est aussi pour cela qu'il a accepté l'idée du roi, selon laquelle il pourrait être roi pendant 1 an avant de mourir pour Fortuna. Cependant, Azur n'a aucune intention de rendre la couronne. Le roi, lui, a organisé tout cela en pensant que c'était la meilleure solution pour régler le problème avec Galgada, qui prévoyait d'attaquer bientôt. Étant roi, il aurait été le principal responsable. Le tournoi commence, offrant un véritable spectacle. La reine explique à Nina que les princes et généraux ne peuvent pas participer, car dans le passé, un héritier est mort lors d'un tel événement. Ils peuvent cependant désigner des combattants pour se battre en leur nom, leur permettant de gagner en prestige. Nina, curieuse, demande directement à la reine quelle est sa relation avec les princes. La reine rit, appréciant la franchise de Nina, et révèle qu'elle est leur tante, la sœur cadette du roi précédent. Elle a dirigé Galgada et mené des expansions militaires pendant que les princes grandissaient, car ils étaient trop jeunes à la mort de leur père. Cependant, elle affirme que chacun des princes manque d'un élément essentiel. La reine révèle le manque de chacun, notant que Seth, en particulier, manque de cœur. Nina estime pouvoir combler ce manque pour faire de lui un bon roi. Durant leur conversation, Nina perçoit une dualité dérangeante chez la reine, bien que souriante, ses yeux ne reflètent aucune chaleur. Par ailleurs, Yor rencontre un problème, au lieu du général Holt qu'il avait demandé, on lui a envoyé un ancien criminel, un meurtrier notoire, pour se battre en son nom. Yor a été manipulé et ne peut plus se retirer du tournoi. Le criminel commence à massacrer ses adversaires, ce qui, bien que mal vu, n'est pas interdit. La reine rappelle que le vainqueur obtient un souhait, rendant cela très significatif. Nina, horrifiée par ces actes, demande si quelque chose peut être fait pour arrêter le massacre, mais la reine lui ordonne de laisser faire. Refusant de se conformer, Nina se lève et descend dans l'arène pour sauver une personne menacée. Cependant, elle est attaquée par le criminel, tout cela orchestré par le prince Tot. Ce dernier avait échangé les combattants pour nuire à son frère Yor et avait ordonné au criminel de tuer Nina. Seth, apprenant la situation, se précipite pour la sauver. Dans l'arène, Nina se défend en se rappelant les enseignements de Hikami. Avant qu'elle ne soit blessée, Azur intervient pour la protéger, démontrant son habileté à l'épée. La situation s'intensifie lorsque Seth arrive, tue rapidement le criminel et menace Azur, lui rappelant qu'il avait promis de le tuer s'il touchait Nina à nouveau.